Aujourd'hui je pars en vacances, en Guadeloupe et en Martinique. Aujourd'hui je pars, quelle chance, en avion c'est fantastique. Avec mon père et ma mère, ma petite sœur, mon petit frère. Et puis les amis aussi, Chris, Angel, Téchan et Sully. La vie serait belle, belle, avec mes tongs et mon maillot de bain. La vie serait belle, belle, aux Antilles, sous le soleil enfin. La vie serait belle, belle, avec mes tongs et mon maillot de bain. La vie serait belle, belle, aux Antilles, sous le soleil enfin. Aux Antilles et au soleil enfin. Cette chanson, elle ouvre une émission spéciale du Mac de Lopège. On est très content de vous retrouver sur RCJ 94.8 FM. On a une émission spéciale parce qu'on a un invité héroïque. Charles, bonjour. Charles Caudrier, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et on a évidemment, comme à chaque émission de Lopège, des enfants de nos établissements. Vous vous présentez, les enfants ? Moi, je m'appelle Mathir. J'ai 12 ans. Bonjour Mahathir. Bonjour. Moi, je m'appelle Shaina, j'ai 12 ans aussi, et voilà. Et voilà. Et ils sont tout intimidés parce que pour Mahathir comme pour Shaina, c'est leur première émission de radio en direct, enregistrée, qu'on pourra retrouver en replay sur le média du Fonds social juif unifié, qu'on remercie encore pour ce magnifique accueil, puisqu'on a eu la chance d'avoir Richard Audier et Sandrine Soban qui nous ont accueillis pour cette émission spéciale. Alors Charles, peut-être que les auditeurs ne vous connaissent pas, mais moi je crois que oui. Dites-nous un petit peu, quelle est votre aventure ? Quelle est votre histoire ? D'où vous venez ? Alors moi, mon aventure, c'est le bateau. Je viens de faire la route du Rhum à bord du Maxime Rothschild, de la gagner. C'est le travail de toute une équipe. Moi, j'étais en solitaire. C'est une course en solitaire assez connue en France. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Saint-Malo-Pointe-à-Pitre. Donc, c'est une traversée de l'Atlantique. C'est une course un peu légendaire en France. Et voilà, mais avant tout ça, j'ai un long parcours parce que j'ai quand même 48 ans. On est dans un sport où, effectivement, la maturité est parfois plus tard que dans beaucoup de sports. Là où certains arrêtent, nous, on commence à performer. Et voilà, mais mon histoire, elle a commencé à Paris. Et puis, mes parents ont choisi de se rapprocher de la mer. J'ai eu cette chance-là. Et je suis né dans un endroit où tout le monde fait de la voile. Et donc, mes héros sont vite devenus des marins et pas des joueurs de foot comme beaucoup d'enfants, même si j'aimais beaucoup le foot. Voilà, c'est eux qui m'ont fasciné et ça m'a donné envie de faire ça. J'ai un long parcours. Après, je ne vais pas parler de tout ça, mais voilà, depuis 3 ans, je suis dans l'équipe Gitana Team, qui est une équipe dont les armateurs sont la famille Benjamin et Ariane de Rothschild. L'initiateur et ça s'appelle Gitana Team, et le bateau c'est le Maxime Rothschild. Pourquoi le Maxime ? Parce qu'il est très grand, c'est un bateau qui fait 33 mètres de long, c'est le plus grand bateau de course, un des plus grands bateaux de course, et il a une particularité, ce bateau, comme ceux contre qui je me battais, c'est qu'on dit qu'il est volant aujourd'hui, voilà, depuis 4-5 ans, à l'initiative d'ailleurs de la famille Rothschild, on a décidé de faire des bateaux qui volent. Ça existait déjà dans les petits parcours, mais au large, ça n'existait pas. Et ça a été l'audace de cette équipe. Je n'étais pas encore dedans. Et voilà. Et maintenant, c'est une normalité de voler. Enfin, peu de bateaux volent, mais c'est le futur. Et cette classe est très futuriste. Là. Et voilà. Donc, voilà, j'ai plein de choses à vous raconter. Mais c'est déjà une belle introduction. Oui. Alors, on va évidemment s'arrêter sur la spécificité de ce bateau qui vole. Alors, comment un bateau peut voler sur l'eau, ça, on va vite le comprendre avec votre présence ici. C'est vrai que le lien entre Lopège et le Gitana, elle vient de la famille Rothschild. Voilà. Lopège est une œuvre sociale qui, depuis maintenant 77 ans, accompagne des enfants. Tout à l'heure, Charles était avec nous dans une des maisons justement pour rencontrer les enfants de Lopège et la famille Rothschild, en l'occurrence Ariane, aujourd'hui notre présidente, et effectivement l'armateur de ce bateau, de ce voilier, de cet engin de mer, parce que je crois qu'il a battu un record incroyable de cette route du Rhum, et tu étais effectivement seul sur ce bateau. Et on sait que c'est un exploit parce qu'aujourd'hui personne ne l'a fait, donc on est très heureux de te rencontrer aujourd'hui en vrai. Alors le lien avec les enfants, il est important parce qu'il y a à peu près 1 mois, Shaina et Mahathir, où vous étiez ? À Saint-Malo. Mais Mathir, il n'était pas venu, mais... Bon, mais toi tu y étais. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as fait à Saint-Malo, Shaina ? On est parti voir les bateaux déjà de 1. On a vu comment... ils utilisaient comment ils utilisaient... je sais pas comment expliquer. Tu es monté sur le bateau ? Oui, je suis montée le bateau. Ils m'ont Comment montré comment il était ce bateau ? Décris-le. Il était grand, blanc, bleu,
Il y avait une énorme voile qui faisait dans les 50 mètres, je crois. Le mât fait 37 mètres de long, mais la voile fait, on parle en mètres carrés, c'est des surfaces, et oui, c'est plutôt 250 mètres carrés, Oui, ce qui est voilà. très grand. Et il nous avait dit aussi que pour rouler, pour rouler, pas Alors, rouler, mais pour... Alors le bateau, il vole. Le Si, bateau, on il roule les voiles d'avant, on les roule, je sais pas Ok. c'est quoi, ou pour avancer Oui, sur le voilà. bateau, sur l'eau, tu Oui. veux dire? ils avaient On appelle ça un winch, ouais. un Il y a une winch colonne, un moulin à café d'ailleurs, parce que ça ressemble un peu à un moulin à café. pour avancer. Et aussi, ils avaient un siège pour voir si... avec une petite tablette, pour voir s'il y a des dangers. Des dangers, Des la dangers, côte voilà. ou d'autres bateaux autour de nous, effectivement. Ouais. Ils nous ont montré aussi que le fil, il était bien assez dur et que s'il y avait un problème, il ne pouvait pas avoir de problème, par exemple. Aussi qu'il il peut voler à on va dire 10 cm de l'eau. Plus que ça. En fait, on arrive à voler, oui, à 1,50 m, 2 mètres de l'eau, au-dessus de l'eau. Quand je mets mes petites ailes, là, qu'on appelle des foils, mon bateau décolle et il se met au-dessus de l'eau. Donc, il n'est pas totalement hors de l'eau, mais ses petites ailes restent dans l'eau, mais la surface des coques sort de l'eau et monte jusqu'à 1,50 m, 2 mètres. Ils ont aussi des provisions. Ils ont un petit... Pour faire chauffer ou bouillir leur plat, ils ont une petite... on va dire une petite boîte où ils mettent du charbon. Non, pas Non, du c'est charbon, du gaz. c'est du gaz, voilà. Du Pardon, du gaz. Du gaz. Comme au camping. Et du coup, ça fait cuire leurs provisions. Et aussi... ils nous ont pas expliqué, mais il y a beaucoup d'enfants où on a vu un trou en dessous du bateau. Mhm. Et je sais pas si ça. Alors, c'est exactement pour ça que vous êtes là. Vous avez le droit de poser toutes les questions à Charles, parce qu'on trouve que souvent les questions des enfants sont beaucoup plus pertinentes et beaucoup plus intéressantes que nous. C'est vrai qu'on a la chance d'emmener les enfants tous les ans. L'année dernière, c'était au Havre pour... La Transat Jacques Vabre. Exactement. Cette année, c'est à la Route du Rhum à Saint-Malo. Et on a à chaque fois un accueil VIP avec la Gitana Team, où les enfants sont accueillis comme des rois et des reines. Et ils ont la chance de visiter, mais ils ne te rencontrent pas à ce moment-là. Et là, on a eu effectivement la chance de pouvoir te faire venir à la fois aujourd'hui à Rueil-Malmaison pour rencontrer les enfants qui avaient plein de questions à te poser. Et effectivement, ce bateau, il a plein de spécificités qui sont assez folles. Tu disais qu'il volait. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, comment un bateau peut en fait, voler. on vole pas vraiment. C'est vrai que c'est un abus de langage. Pourquoi on dit qu'on vole? Parce que, en fait, par rapport à un bateau classique ses coques restent dans l'eau, nous, on a des appendices. Mais en fait, c'est des foils, c'est des petites ailes, et qui font que quand le bateau avance, comme un avion, il décolle. Alors, elles sont toutes petites par rapport à un avion, parce que dans l'eau, il n'y a pas besoin d'autant de surface. Et donc, avec quelques mètres carrés, on arrive à élever les 17 tonnes de notre bateau au-dessus de l'eau dès qu'on accélère un peu. Donc, il nous faut de la vitesse, sinon on ne décolle pas. Mais c'est comme un avion. Donc, voilà. Mais sauf qu'un avion, ça vole à 300 km/h. Et nous, à partir de 30-40 km/h, on arrive à voler. Enfin, 40 km/h, on arrive à voler et à monter au-dessus de l'eau. Et du coup, on accélère beaucoup parce que le frottement de l'eau sur les coques ne ralentit plus. Et c'est plus que les petits appendices qui traînent beaucoup moins. On passe de 50 mètres carrés qui touchent l'eau à seulement 3-4 mètres carrés. Et donc le bateau accélère énormément. C'est une révolution. Et on dit qu'on vole, mais on est quand même toujours en contact avec la mer, mais au-dessus de la mer. On trouve de toute façon sur les images que l'on trouve sur le site du Gitana, ces très splendides images où effectivement on voit le trimaran, parce qu'il y a 3 coques. On voit effectivement littéralement le bateau se lever de la mer en fin de compte. Et tout à l'heure on a revu les images avec les enfants, c'est assez impressionnant et ces vitesses de record en fait ça n'a jamais été égalé à ce point-là en termes de voilier. Effectivement, c'est une révolution, ça nous permet d'aller des fois 20-30% plus vite qu'un bateau dit archimédien à taille égale. Donc le même bateau mais sans les foils, il irait beaucoup moins vite. Et du coup, évidemment, le record tombe. Le record, c'est 2 conditions. C'est la capacité du bateau, évidemment. Là, on a beaucoup progressé. Et puis, c'est d'avoir une météo aussi, parce qu'un bateau avance avec le vent. Donc, s'il n'y a pas de vent, on n'avance pas. S'il y a beaucoup de vent, on avance plus vite. Et puis, ça dépend aussi de la direction du vent, parce qu'un bateau n'avance pas
face au vent. Donc si on est face au vent, on est obligé de faire des zigzags pour avancer dans l'axe du vent. Alors que si le vent vient de 90 degrés, on est capable d'aller tout droit dans la direction où on veut aller. Donc ça fait beaucoup d'éléments qui font que parfois on tombe les records ou pas. Si la météo ne veut pas nous aider, on n'avancera pas. Et par contre, si on a une très bonne météo, on est capable aujourd'hui d'aller traverser l'Atlantique. Là, j'ai fait 6 jours et demi. On est capable de faire moins de 6 jours avec le Maxi Edmond Rothschild sans souci, avec une météo idéale. Ça a été le cas là pour cette traversée. Elle n'était pas parfaite, loin de là. C'est pour ça qu'on a mis 6 jours et demi. Mais au départ, on pensait mettre 5 jours et demi. Puis on a raté une transition météo. On a raté un passage. On est tombé dans un trou de vent. Et voilà, on a perdu 24 heures. Mais on a quand même battu le record. C'est ça qui est dingue. Qui était de combien avant ? Qui était un jour de plus. Donc c'était pas énorme. Mais ils avaient une meilleure météo que nous. Mathilde, tu avais une question ? Ah oui, si vous étiez seul dans le bateau pendant 6 jours, comment vous pouvez ne pas dormir le soir ? Eh ben, en fait, c'est la difficulté de la course en solitaire, c'est de gérer son sommeil. Donc comment on fait ? On fait pas comme à la maison, on dort pas, genre tu fais ta journée, tu rentres de ta journée, tu vas te reposer 8 heures. Nous, on dort dès qu'on peut, par petites phases de 15-20 minutes, qu'on fait des siestes toute la journée, à n'importe quel moment, dès que le bateau nous laisse un peu tranquille, et la météo, je vais m'allonger et j'essaye de dormir. Et donc, en fait, finalement, tu t'en sors bien, parce que sur toute la journée, voilà, donc je dors la journée, la nuit. Quand toi, tu travailles toute la journée, moi, j'essaie d'aller dormir dès que je peux. Et aussi, est-ce que, par exemple, quand vous volez à la surface et qu'après vous redescendez, vous n'avez pas peur qu'un petit truc se casse ou... Non, on a toujours peur parce qu'on va vite et on a toujours peur de taper quelque chose. Donc ça peut être des objets flottants, comme des billes de bois, ou comme des containers qui sont tombés d'un cargo. Alors parfois c'est aussi des poissons, ça on n'aime pas trop parce qu'on n'aime pas faire mal aux animaux, mais ça arrive malheureusement et voilà, donc ça nous fait casser du matériel parfois. Donc c'est un des points, c'est une des choses qu'on maîtrise pas, voilà, mais c'est comme en voiture, des fois tu rencontres des choses sur des courses comme le Paris-Dakar, la difficulté c'est aussi d'arriver au bout, et nous c'est pareil, notre bateau on peut le casser, ça fait partie du jeu. Ça c'est un des risques. Oui, on peut le casser parce qu'on l'a mal calculé et que le bateau va très vite et qu'on fonce dans des conditions. Voilà, on est un peu des Formule 1 qui veulent faire le Paris-Dakar, c'est pas facile. Donc évidemment, on casse, ça arrive souvent, surtout quand on innove. Les ordinateurs ne nous donnent pas toutes les réponses. On calcule beaucoup nos pièces avec des ordinateurs, mais on n'a pas toutes les réponses. Et puis parfois, malheureusement, on rencontre des objets et là, on n'y peut rien. Alors, ça peut être, j'en ai parlé, et ça peut être aussi quand on fait le tour du monde. Là, c'est le plus gros danger, c'est qu'on essaie. Ah, ça a coupé ? Non, tu es toujours à l'antenne. Moi, j'ai plus le son, mais. Ok. Ah, voilà. Et oui, c'est les icebergs, parce qu'en fait, quand on veut faire le tour du monde, on descend au ras du pôle sud, et on essaie de s'en approcher au maximum, parce que c'est plus facile. La planète, pour faire le tour de la planète, c'est plus facile de le faire près d'un pôle. Si vous êtes au pôle, même vous faites un 360 sur vous et vous avez fait le tour du monde. Donc voilà, et on essaie de s'approcher des glaçons, et ça c'est dangereux parce qu'un iceberg, on le voit pas forcément. On connaît tous l'histoire du Titanic, voilà, donc c'est ça qu'on en a peur. C'est ça l'objectif prochain que vous fixez en ce moment avec la team de Gitana. Voilà, là le bateau est rentré, on le révise, on le prépare et on espère à partir du 20 décembre être... Donc c'est un record, c'est pas une course, on choisit pas, la date n'est pas fixe. On part quand la météo nous plaît pour partir. Et donc, on va attendre entre le 20 décembre et le 15 février. Dès qu'on a une opportunité, on va essayer de partir. Après, on arrête de partir parce que c'est la fin de l'hiver en France, mais le début de l'hiver dans le Grand Sud et des grosses tempêtes, parce que c'est quand même une zone de tempête, le Grand Sud. Et donc, on ne veut pas y aller. Comment tu... Vas-y. Mais aussi, est-ce que quand la nuit, vous voulez... Il n'y a pas un truc pour laisser le bateau conduire un peu tout seul ? Si, tu as raison. On a ce qu'on appelle un pilote automatique. D'ailleurs, même la journée, moi, je barre pas mon bateau. Par rapport quand je suis en équipage, oui, je le barre. Mais quand je suis tout seul, je ne peux pas barrer et en même temps agir sur mes voiles et mes réglages. Du coup, j'appuie sur le pilote, je règle mon pilote. Et lui, il va suivre soit un cap. Je lui dis, je vais aller au nord, je vais aller au sud, à l'ouest, à l'est. Ou alors, je le règle en fonction d'un angle de vent, parce qu'en bateau, on navigue beaucoup avec les angles de vent. Donc, je dis, je veux naviguer à tel angle du vent. Et le pilote, il va maintenir cet angle. Et donc, ça me permet d'aller dormir et de me reposer. Et lui, il continue à avancer. Je m'arrête pas la nuit. Et est-ce que vous avez un lit pour dormir ?
Alors, en bateau, on ne parle pas de lit, on parle de bannette souvent, parce qu'un lit, on ne peut pas dormir. Donc une bannette, c'est quoi? C'est quelque chose souvent en toile, dans lequel on est calé comme ça. Quand le bateau bouge, on est à peu près calé, on s'enfonce là-dedans, on met des petits matelas. Et là, moi, j'avais fait un matelas spécial, vraiment très confortable, pour bien dormir, parce que comme le bateau bouge tout le temps, c'est très difficile de dormir. Donc je m'étais fait un espèce de sarcophage en U, très confortable, avec beaucoup d'épaisseur de mousse, comme ça, quand le bateau cogne, je sens pas trop les chocs et ça me permet de dormir. Tu disais dans la vidéo qu'on a revue tout à l'heure avec les enfants que tu as souvent le mal de mer. Et moi, ça m'a un peu étonné. Je me dis, mince, c'est un marin qui, depuis presque, je sais pas, près de 30 ans ou même plus, hein, je pense que tu es passionné de voile et de toutes les différentes navigations. Comment c'est possible d'avoir encore le mal de mer Il n'y a pas de justice face au mal de mer. Et peut-être que Shaina, elle n'a jamais fait de bateau, elle ira en bateau, t'en as jamais fait, je crois, et tu seras peut-être jamais malade. Et puis, il y en a d'autres qui vont monter à peine à bord, même sur des fois, on voit des gens qui viennent visiter le bateau qui est au port, qui sont malades. Donc, on a tous, c'est notre oreille interne, on est tous calés différents. C'est comme le mal de voiture, le mal de montagne. Et moi, je suis sensible. Alors, par la vie, a fait que le nombre de milles que j'ai fait ont fait que je suis devenu un peu plus dur au mal. Mais c'est vrai que souvent, en début de saison, quand j'ai pas beaucoup navigué, je suis sensible au mal de mer. Et c'était un problème au début de ma carrière, jusqu'à ce que je trouve un petit produit miracle qu'on prend, beaucoup d'entre nous prennent maintenant, parce que des bateaux vont très vite et ça les rend encore plus inconfortables qu'avant. Donc voilà, les premiers jours, parfois, je prends ce médicament pour m'aider à passer le mal de mer. Donc, c'est un médicament de mal des transports, en fait, qu'on trouve. Voilà, et ça marche très bien. Avant de ces grandes épreuves physiques, où les enfants posent la question du sommeil, du rythme, de la nourriture, comment tu te prépares? Est-ce que, par exemple, là, avant de partir à cette nouvelle traversée pour battre un record, tu te mets en condition physique, mentale? C'est quoi les clés, en fait, les recettes pour... On est des sportifs, alors on est dans les sports mécaniques, hein, donc le physique n'est pas essentiel, c'est plus la résistance et le courage. À un moment, quand il faut aller faire une manœuvre, de faire 120 kilos et de pousser 200 kilos, ça ne sert à rien. À un moment, le bateau, de toute façon, est plus fort que nous, donc c'est plus du temps, de la patience et de l'énergie et du courage. Donc, mais il faut se préparer. Donc, on fait beaucoup de sport à côté. Moi, j'ai la chance d'avoir un préparateur. Je fais 3 fois du sport par semaine avec lui, plus des activités à côté, donc la préparation physique, mais il y a aussi la préparation mentale. Et puis, c'est un sport mécanique. Je passe beaucoup de temps surtout à réfléchir comment faire aller mon bateau plus vite. Parce que c'est pas moi qui galope, c'est mon bateau. Et du coup, voilà, c'est pas un sport où la condition physique, c'est un des rares sports d'ailleurs où il n'y a pas de catégorie homme-femme, puisque le physique n'est pas essentiel. Et bizarrement, et contrairement à ce que pensent les gens, plus le bateau est grand et plus la course est longue, plus les femmes sont à l'aise parce que la dimension physique diminue et c'est plus mental, courage, volonté qui l'emporte sur la force musculaire. Tout à l'heure, Vas-y, Shaina, je t'en prie. Mais vous avez commencé à quel âge de faire les courses? Oui, les courses. À 15 ans, j'ai eu envie de faire ça. J'ai commencé à faire des courses. Donc la voile, c'est un sport qui est assez génial parce que tu as plein de gens qui ont des bateaux, qui cherchent des gens pour les équipiers, des gens pour les aider et qui t'invitent à venir sur leur bateau pour faire des premières courses. Donc tu découvres comme ça et puis plus ça va, plus tu vas dans des bons bateaux. Si tu te fais remarquer, les gens disent lui c'est une bonne personne, il est motivé, donc il t'embarque et puis petit à petit tu vas sur des bateaux de mieux en mieux. Puis un jour tu commences à faire des grandes courses et puis à un moment tu décides de faire ça de ton métier. Moi ça a été après, à la fin de mes études. Et puis je me suis lancé dedans et le premier objectif c'était de trouver un sponsor pour financer, parce que c'est un sport mécanique, donc ça coûte un peu cher des fois. Donc voilà, mais moi j'ai les bateaux les plus grands et les plus chers du monde en course, mais il y a des bateaux beaucoup plus petits. Moi j'ai commencé sur des bateaux beaucoup plus petits, avec des petits budgets, et puis j'ai fait gagner des petites courses, et puis petit à petit on m'a donné des plus grands bateaux. Et ça vous fait pas peur d'être tout seul entouré d'eau, toute seule sur un bateau? Toi, je sais que ça te fait peur, mais moi, j'en ai fait tellement que c'est devenu naturel. Au début, j'ai eu peur, petit, mais j'avais peur de la mer aussi, comme toi. J'ai peur tu vois, quand je me baigne aussi, comme tu me disais que tu avais peur du fond, moi aussi, ça m'arrive d'avoir peur du fond. Mais quand je suis sur mon bateau, maintenant, je suis en confiance. C'est quelque chose que je maîtrise. Et la mer est pas si dangereuse, elle est pas traître. Et tu peux anticiper les choses et tu apprends à jouer avec les éléments. Et ça se passe bien. Mais si, par exemple, le vent, il n'est pas à la direction où vous voulez y aller et que tout à coup, il commence à avoir des petits déraillements, comment vous faites pour... Vous allez en même sens que le vent ou...
En fait, un bateau, il ne peut pas avancer dans deux directions. C'est face au vent. Donc, si tu as le vent contraire, il avance très mal. C'est là où il va le moins vite. Donc, en fait, tu fais quoi ? Tu fais des zigzags entre 40 et 50 degrés du vent. Je ne sais pas si tu fais des maths. Je t'en avais parlé de maths tout à l'heure, bissectrice, tout ça. Donc, on avance et on fait des zigzags. Donc, du coup, la route est beaucoup plus longue. C'est à la place si je veux aller d'un point A à un point B, et ben, en fait, je fais des zigzags comme ça. Et il faut que le vent, voilà. Et quand il vient de l'arrière complet aussi, c'est pareil. On ne sait pas faire, donc on fait aussi des zigzags. Et c'est pour ça, comme c'est une question intéressante, en bateau, il faut aller vite, mais il n'y a pas que la vitesse. Il faut savoir comment le vent va changer. Et donc, on joue parce que... Et puis, quand tu fais des zigzags, si tu décides d'aller à droite et que finalement, tu tombes à droite dans un endroit où il n'y a pas de vent, parce que d'un endroit à l'autre, à très peu de distance, tu peux avoir une grosse différence de vent. Tu vas à droite et puis il n'y a plus de vent. Et puis, il y a un autre qui va à gauche et là, il y a du vent. Toi, tu vas t'arrêter et tu vas perdre des heures. Et lui, il va peut-être te mettre énormément de distance. Donc, on essaye et on a des gens qui font de la météo pour nous. Et on fait de la météo à bord aussi. Ça fait partie pour définir la route la plus rapide. Et ça, c'est quasiment même... C'est presque le plus important et ça se joue parfois que là-dessus, sur le choix de la route. On appelle ça du routage météo. Et voilà, donc on joue avec les changements de vent. Le vent n'est pas le même partout. Et tu peux être surpris, mais que des fois, à quelques centaines de mètres près, il y en a un qui a du vent et l'autre qui n'a pas de vent. Et ça vous arrive de croiser des requins ? On croise beaucoup de vies et on croise beaucoup de poissons. Alors, il y a beaucoup d'animaux, malheureusement, qui disparaissent, mais il y a quand même beaucoup de vie en mer. Les dauphins, énormément des dauphins. Par moments, des baleines, quand on est à la bonne période. Des requins, énormément. Des tortues, des poissons-lunes, des poissons volants, on en a parlé tout à l'heure. Souvent, malheureusement, j'en retrouve sur mon bateau parce qu'ils sont attirés par la lumière. Comme j'ai quand même pas mal d'écrans à bord, ça les attire. Et parfois, le matin, je me réveille, ça sent le poisson à bord. Et je trouve un pauvre poisson volant. Parfois, comme je t'ai raconté, je m'en prends dans la figure. Ça m'est arrivé quand j'étais à la barre. Il m'attaque. On les appelait les poissons kamikazes. Et voilà, mais c'est des très beaux poissons qui volent pas vraiment non plus, mais qui sautent hors de l'eau, qui ont des petites ailes et qui quand même restent très longtemps dans l'air avant de retomber dans l'eau. Le fait que tu sois seul en bateau, quelle est la force de l'équipe qu'il y a derrière ? Parce que tout à l'heure, Charles est venu avec toute une équipe qui était habillée en gitana, avec les logos, etc. C'est vrai. Quelle est la participation des gens qui sont derrière toi, qui font la météo, qui, j'imagine, aussi veillent à ta sécurité, qui sont là à veiller à ta navigation ? 90% du boulot, il se fait avant la course et elle se gagne presque avant la course. Moi, j'avais le sentiment que cette course, je l'ai gagnée avant avec mon équipe. Et c'est vraiment comme la Formule 1, le pilote, il monte le dimanche pour faire 1h30 de course, mais presque il sait déjà au départ s'il a une chance de gagner ou pas, si son voiture est performante, si son équipe a bien travaillé. Et donc le lien, il est très fort parce que c'est moi, par contre, je suis les sensations. Eux, ils ont beaucoup d'ordinateurs, ils voient beaucoup de choses sur moi aussi, mais les sensations sont très importantes. Donc moi, je fais des retours et on participe beaucoup à l'évolution du bateau, à le faire évoluer. Et on a beaucoup d'ordinateurs maintenant, donc il y a beaucoup d'ingénieurs. Il y a 25-30 personnes qui bossent toute l'année autour de moi. Il y a des spécialistes dans chaque discipline. Tout à l'heure, on a vu, il y avait un électricien électronique, informatique. Il y a des gens qui sont designers, ils dessinent les bateaux. Ils calculent aussi comment construire le bateau pour pas qu'il casse. Il y a les gens qui construisent le bateau en composite. Il y a des matériaux mécaniques aussi. Il y a de la mécanique à bord. Il y a des moteurs. Donc, il y a 25 personnes avec des compétences différentes. Et si une des personnes fait un truc mal, la course peut s'arrêter. Donc, c'est vraiment... Tout le monde est engagé là-dedans. Et si les designers ne me font pas le meilleur bateau, mes chances de gagner, elles sont presque nulles. Comment tu savais que tu allais gagner ? C'est étonnant de dire, je pressentais déjà qu'on était sur quelque chose qui allait arriver à son résultat. Alors, je pense un peu comme... tout à l'heure, tu disais, on n'a aucune connaissance vraiment de la météo. On a une vision à quelques jours, mais on ne sait pas quels sont tout ce qui est imprévu sur une mer. C'est vrai. Ouais, alors... Merci. Non, on sait. Disons que ça fait 3 ans qu'on gagne tout avec ce bateau. C'est ça. Que la concurrence essaye de nous rattraper parce qu'ils ont pris un coup d'avance. Moi, j'étais pas là. Hein. Et donc, la concurrence essaye de nous rattraper. C'est très, très proche maintenant, mais j'ai cette connaissance du bateau. La fiabilisation aussi, parce qu'on a vu que c'était sur un sport mécanique, ça peut casser, comme en Formule 1 d'ailleurs. Il y a des jours où la course s'arrête pour casse mécanique. Et j'avais le sentiment qu'on avait tout bien fait, que j'avais eu beaucoup de temps pour me préparer, j'avais confiance absolue dans mon bateau et ce qu'avait fait l'équipe.
Donc je partais avec un gros avantage. Les autres me voyaient aussi comme un favori, donc j'avais un avantage psychologique peut-être. Et voilà, donc j'ai fait ce que je savais faire ce que je fais depuis 3 ans sur ce bateau, sans trop me préoccuper des autres. Et puis ça a marché. Mais effectivement, je pense que j'avais la meilleure voiture sur la ligne de départ. Et on l'a prouvé dès le départ d'ailleurs, puisqu'on est parti en tête et on est resté en tête toute la course. La meilleure voiture, la meilleure équipe et surtout le meilleur skipper. Et un bon pilote, ouais. Voilà. Et aussi, du coup, je voulais dire que quand vous aimez vraiment énormément ce travail ou c'est... Tu penses qu'il est obligé de faire ça? Non, mais c'est juste une question. Est-ce que vous aimez ce travail? Oui, énormément. C'est une passion. Parce que déjà, ça prend tellement de temps que si tu n'es pas passionné, tu n'y arrives pas. J'ai fait beaucoup de sacrifices. J'ai pris des risques aussi dans ma carrière parce qu'il y a des métiers plus faciles. Moi, j'avais un diplôme. J'aurais pu travailler sur les cargos, commandant de cargos. Tu vois, je pouvais faire ça, commandant de paquebot. Donc, je savais que j'allais avoir mon travail, que tout allait bien se passer. Et j'ai décidé de me lancer là-dessus. Et au début, j'avais rien. Et puis surtout, ça s'arrête très vite, si tu veux, parce que si tu n'as pas de sponsor, tu peux pas faire ton sport. Tu n'as pas d'argent pour financer tes bateaux. Et ça m'est arrivé de gagner une très grande course, un Tour du Monde, qui n'est pas connu en France, mais qui est la course la plus connue à l'étranger. Et à la fin de ce Tour du Monde, j'avais rien. C'est-à-dire que si Agitala ne m'avait pas appelé, je ne sais pas ce que j'aurais fait. J'aurais sûrement trouvé des trucs, mais j'aurais peut-être galéré énormément. Donc on prend des risques, mais c'est parce que je suis passionné. Donc voilà, il n'y a pas un jour où je me lève en me disant « il faut que j'aille aller au travail ». Tu vois. J'adore être en vacances parce que je passe du temps avec ma famille. Mais quand je me lève le matin, j'ai la chance de me dire « c'est super, je vais encore faire un truc génial aujourd'hui ». Et ça, c'est un luxe que peu de gens ont dans leur vie. Donc voilà, je suis un privilégié. Je ne considère pas ça comme un travail. Des fois, je suis presque gêné. Mais c'est quand même du boulot. Il y a des moments où c'est difficile. En mer, des fois, j'en ai marre. Quand les courses sont longues, j'ai envie de rentrer chez moi, j'ai envie d'être au chaud, j'ai envie de prendre une douche, j'ai envie de manger un steak chaud, j'ai envie de manger des frites. Pour le steak frites, il faut venir quel jour à l'Opège? Mercredi. Mercredi, Voilà. ça j'ai bien noté. Voilà. Aussi, je voulais dire que quand vous avez fait cette carrière, vous savez ce qui allait vous attendre dans les risques, que vous pouvez vous noyer, que la voile et le vent, et voilà. Les risques, il y en a toujours, mais dans plein de métiers, il y a des risques. Comme je dis souvent, je pense quelqu'un qui travaille, un coursier qui travaille à Paris sur sa moto, il prend peut-être plus de risques que moi. On essaye justement de gérer les risques. Quand je me suis engagé là-dessus, c'est juste que je ne savais pas forcément si j'allais réussir, comment ça allait se passer. Et puis jusqu'à il y a 3 ans où je rentrais dans le Gitana Team, j'ai jamais eu de projet qui durait plus d'1 an, voire 2 ans. Donc je savais jamais, au bout d'1 an, ça allait peut-être s'arrêter. Et voilà, donc ça, c'était pas toujours facile. Mais aujourd'hui, je suis dans une équipe, C'est possible qu'il y a des tempêtes. Il y a toujours des tempêtes. Oui. Et on essaye de les éviter simplement parce qu'on va moins vite dans les tempêtes. Parce qu'en fait, quand il y a trop de vent, il y a plus de mer. Et la mer, ça nous ralentit. C'est un peu comme si tu veux, en voiture, rouler sur une piste plate et rouler sur un champ de bosse. Et tu vas aller plus vite sur la piste plate. Et nous, c'est pareil. Donc, on cherche à trouver. Alors maintenant, la météo nous permet... Et puis, nos bateaux vont très vite. Donc, on arrive à aller plus vite, des fois, que les systèmes météo. Parce que les systèmes météo bougent. Donc, plus le bateau est rapide, plus tu peux contourner, éviter et rester moins longtemps dans la météo. Mais les tempêtes, ça fait partie du métier. Mais on apprend à gérer ça. Et le plus gros danger, c'est pas le vent, c'est la mer, en fait. Et des fois, il n'y a pas beaucoup de vent. Et il y a quand même beaucoup de mer. Et ça peut être dangereux. Mais aussi, quand... quand il y a les tempêtes, vous avez des... Je sais que vous évitez la tempête, mais vous savez pas des... Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Pour éviter la tempête? Oui, mais c'est pas des... Tu penses à On quoi? en avait parlé au collège, mais je me rappelle plus comment ça s'appelle. En fait, c'est comment le bateau évite de se retrouver piégé par le vent et par des choses qui sont dangereuses. On sent bien que toutes les questions tournent autour du danger, du risque, de la mer, du vent, de tout ce qui est imprévisible. Parce qu'on a vu en histoire géo, on a vu qu'il y avait énormément de personnes qui mouraient en bateau. Du coup, et c'était parce que soit ils se noyaient parce qu'il y avait personne avec eux. En fait, si y a un problème,
Oui, quels sont les outils de sécurité Alors, on a- pour le protéger? Ouais, on a plein de choses. Alors, le plus gros danger, c'est de tomber en bateau. Il ne faut jamais tomber d'un bateau parce qu'il y a très peu de chances qu'on te retrouve. En plus, le bateau avance. Donc, le temps que les gens. Alors, si tu es tout seul, évidemment, personne ne va venir te chercher. Même si tu es en équipage, trouver un homme dans l'eau, c'est très, très compliqué. Donc, ça, il faut éviter. Donc, ça veut dire quoi? On n'est pas des inconscients. On a des harnais. Et quand on sort du cockpit où on est enfermé, on s'accroche avec des lignes de vie. Donc, même si je chute ou qu'il y a une vague qui me bouscule, je suis accroché. Donc, déjà, ça évite ça. Après, si mon bateau il coule, c'est un des dangers. Ça coule très rarement un bateau. Très rarement. Il y en a un qui a coulé sur la route du Rhum parce qu'il a pris feu. Et là, donc là, il a coulé. Mais un bateau, même cassé, il flotte parce que les matériaux flottent. C'est comme un bout de bois, tu le casses, il flotte toujours. Et donc, on essaye toujours de rester à bord. C'est très, très rare. Par contre, si à un moment on doit évacuer le bateau, on a des systèmes on appelle ça un radeau de survie. C'est une toute petite boîte carrée comme ça. Et si je tire sur un truc, il y a une bonbonne de gaz à l'intérieur et ça va gonfler le truc et ça va faire un petit radeau de survie. Alors, c'est pas très agréable de vivre à bord, mais à bord, il y a tout pour survivre. Il y a de l'eau, il y a de la nourriture. C'est des tout petits trucs, mais c'est très bon. Enfin, c'est pas très bon, mais c'est très nourrissant. Ça cale. Je peux survivre plusieurs jours avec de l'eau. J'ai des systèmes après aussi pour qu'on vienne me chercher, pour envoyer des signaux par les satellites. J'ai un téléphone aussi, satellite, où je peux dire que j'ai un problème pour venir me chercher. J'ai des feux aussi quand les bateaux approchent et essaient de me retrouver pour allumer. On les a vus sur la ligne d'arrivée. Je ne sais pas si tu as vu les photos, mais il y a des feux à la main. Ça, c'est des trucs qu'on utilise en sécurité. Donc, on a plein de systèmes qui sont mis en place pour pouvoir évacuer le bateau s'il y a un souci. Mais la règle numéro 1, c'est de ne jamais quitter son bateau parce que c'est l'endroit où tu es le plus en sécurité. Donc, on essaye de pas... Même s'il se retourne, on reste dedans parce que tu es bien en sécurité dessus. Et il y a souvent des gens qui viennent te chercher. Il y a des sauveteurs partout. Il y a des avions qui viennent te chercher. Enfin... Voilà, on s'en sort. Est-ce que vous parlez à votre famille pendant le voyage de 6 jours? Ouais, je parle un peu, pas beaucoup au téléphone, mais on a Internet à bord maintenant. Alors, avant, ça n'existait pas, mais maintenant, j'ai Internet à bord. Donc, je peux utiliser mon téléphone, je peux utiliser WhatsApp, je peux utiliser tous les messageries par Internet. Et on retrouve de toute façon sur le site plein de vidéos où Charles se filme et raconte jour 1, jour 2, tu vois, donc il peut envoyer ces images-là quasiment en direct. Ouais. Est-ce que tu as une vignette heureuse? Parce que j'entends beaucoup la question du risque et du danger, et je comprends les enfants qui ont besoin de se projeter dans cet élément si particulier. Est-ce qu'il y a une vignette heureuse de cette traversée que tu pourrais partager? Il y en a plein des vignettes heureuses. Qu'on ne connaît pas, bien sûr, qu'on n'a pas lu dans les journaux. Qu'est-ce que tu appelles une vignette heureuse? Quelque chose qui t'a marqué, un moment fort pour toi, quelque chose qui... Il y a des moments de grâce où tu te retrouves en tête, que tu t'approches de la ligne d'arrivée, qu'il fait beau, que le bateau vole et que tu sors pour aller prendre un peu l'air sur le filet. Tu prends les moments, c'est des douches parce que souvent on n'en prend pas beaucoup, donc souvent je sors sur le filet et là il y a toujours des embruns, donc je me rince. Et ça, c'est des moments assez fantastiques parce que l'eau, ça fait du bien, ça te régénère, c'est un moment, et puis tu savoures un peu le bonheur, parce que c'est vrai que des fois, on est un peu enfermé dans notre boîte, concentré que sur la performance. C'est des moments où on lâche, des moments où on écoute de la musique, des moments où on pense à tout ce qu'on a fait pour être là, et on a des moments de grâce. Et ça, c'est très personnel, mais on a des grands moments, et puis voilà, moi, je me fais beaucoup plaisir sur ce bateau, donc... Il y a des moments, il y en a beaucoup. Une seule vignette, ça serait dur. Là, oui, bien sûr. J'en voulais en attraper une. Vous prenez votre douche avec de l'eau chaude? Non, quand je prends ma douche, c'est que souvent il fait chaud, donc la mer est chaude. Et en fait, j'ai pas beaucoup d'eau douce, moi, parce que l'eau, c'est lourd. Donc en fait, j'ai un appareil qui fabrique de l'eau, qui s'appelle un désalinisateur. Ça prend l'eau de mer, ça enlève le sel, et j'ai de l'eau douce. Mais en quantité limitée, parce que ça consomme de l'énergie, donc je peux pas en avoir trop, parce qu'il faut... Pour produire cette énergie, il faut un moteur, il faut du gasoil. Donc je vais me doucher, je vais sur le filet, là, vous avez vu le filet, vous avez marché dessus, tu parlais de tout à l'heure. Et en fait là, il y a toujours de l'eau à arriver, parce que le bateau avance, et donc ça me rince, je mets du shampoing, je me lave, et après, juste à la fin, comme c'est de l'eau salée, c'est pas très agréable, je prends juste une bouteille d'eau, et avec une bouteille d'eau, j'arrive à me rincer, et c'est un grand moment. Mais je le fais pas quand je suis dans les eaux à 5 degrés, je le fais quand je suis dans les eaux en approchant des tropiques, dans les eaux à 25, 26 degrés. Donc il y a des fois, je me lave pas pendant une semaine, et je sens pas très bon. Il y a encore une question chacun, parce qu'il y en a plein en fait, ça s'arrêtera jamais avec Shaina et Mahathir. Vas-y, pose ta question. Mais du coup, quand vous dites que M. Zeto nous dit le danger, mais par exemple, moi, un jour, j'ai fait de la voile et du coup, mon guitare, il s'est bloqué et du coup, j'avançais où le vent, il avançait et du coup, maintenant, j'ai peur de l'eau
Et du coup, j'en parle beaucoup parce que c'est pas à partager, mais genre comme ça, on m'explique un peu les dangers de la mer, pas trop, mais... Non, mais t'as peur. Moi, j'ai des souvenirs aussi quand j'avais un peu plus jeune que toi, où mon père m'a emmené en bateau et j'ai eu peur. Et pendant très longtemps, j'ai plus envie. Parce que tu connais pas, tu vois le bateau qui penche, tu vois le bateau. Et en fait, tu sais pas, tu as l'impression que c'est catastrophique comme situation. Et en fait, c'est normal. Et tu t'habitues. Mais c'est vrai que parfois, quand ça t'arrive, ça peut te marquer. Tu te fais peur et après, t'es bloqué. Mais c'est pas un sport dangereux. Et quand tu maîtrises et quand t'es bien expliqué, c'est vraiment pas un sport à risque. Moi, j'ai jamais perdu un copain en mer. Alors, mais il y a des risques dans plein de choses, dans tout ce que tu fais dans la vie. Tu peux aller en vélo et avoir un accident. Tu peux être en voiture. Donc voilà, mais c'est pas un sport à risque. C'est juste que les gens connaissent pas et ont cette impression que c'est dangereux. Mais on n'est pas des fous. C'est pour ça qu'on a eu la chance tout à l'heure de t'avoir pendant un long moment dans la maison d'enfants pour rencontrer les enfants de Maubuisson et de Rueil qui, au-delà des livres, des journaux, des vidéos qu'on a pu revoir encore avec eux et même d'aller visiter, c'était extrêmement, je trouve, important d'entendre ta parole de cette expérience folle de cette navigation qui en plus va se poursuivre, puisqu'on a entendu les enfants que Charles allait continuer à essayer de battre des records à partir du mois de décembre. Donc on va te suivre, parce qu'on a la chance maintenant d'avoir des médias qui nous donnent chaque jour l'avancée du bateau Gitana sur le globe. Quel serait ton dernier message, là, pour cette émission, bien sûr, parce que j'espère qu'on va te revoir avec d'autres records, mais tout à l'heure, tu parlais des héros qui, toi, t'ont beaucoup guidé. Alors, tu prenais l'exemple de Mbappé. Alors, il y a un enfant qui a dit, oui, t'es un peu le Mbappé de la mer. Comment on pourrait adresser un message aux enfants, parce que je trouve que c'est eux qui sont les plus, pour nous en tout cas, à l'Opège, essentiels dans nos regards. Quelles sont les valeurs que tu pourrais essayer de traduire en quelques mots, Charles ? C'est difficile de donner ça, mais je crois que moi, en tout cas, c'est toujours la passion qui m'a guidé, les rêves. Et j'ai beau avoir 48 ans, j'avais l'impression d'être un enfant qui réalisait son rêve sur ce départ de course. Et c'est ça qui m'a poussé. En tout cas, moi, j'ai fonctionné comme ça. Donc, je pense que s'ils ont des rêves, c'est pas toujours facile de les réaliser, mais il faut y croire. Il faut croire en soi. Il faut suivre son instinct aussi et parfois prendre des risques pour aller au bout de ces choses. En tout cas, c'est bien de pas vivre. Il y a beaucoup de gens qui ont des rêves et qui les réalisent pas, qui sont frustrés. Et c'est pas toujours simple, mais je leur souhaite, si je peux les avoir inspirés un petit peu, donner envie, peut-être une vocation, peut-être dans quelques années, il y en a une qui dira, moi j'ai rencontré un jour, et ça sera déjà un succès. Moi j'ai commencé comme ça. Donc voilà, mais c'est pas que mon métier, c'est ça qu'on voulait transmettre, c'est pour ça qu'on est venu en équipe. C'est pas que le marin, il y a plein de métiers passionnants, et ces jeunes-là, ils vont à l'école parfois, et c'est difficile. Moi j'ai des enfants de leur âge, je dis, ça sert à quoi l'école parfois ? Et on apprend beaucoup de choses et ça peut vous amener partout. Et dans mon équipe, il y a des gens qui ont fait des études dans plein de domaines différents et ils s'éclatent à travailler dans ces équipes-là. C'est des passionnés et il y a plein de métiers passionnants et l'école, ça sert beaucoup et surtout dans le sport, c'est même essentiel. On est tous plus ou moins ingénieurs ou scientifiques parce que c'est un sport mécanique. Donc voilà, moi j'aurais bien aimé quand j'étais à l'école et que j'avais qu'une envie de faire du bateau, que quelqu'un me dise un jour à quoi ça peut me servir l'école. Je comprenais pas vraiment toujours, j'avais un peu quand même, mais je me suis un peu trompé de voie. Je suis parti dans la marine marchande, on pourrait dire tiens c'est plutôt pas mal puisque j'étais officier de marine marchande de formation, mais j'aurais, en fait, si on m'avait dit si tu fais cette école d'ingénieur ou si tu fais cette école d'architecture, ça va t'aider dans le bateau. L'architecture, c'est toi, Shaina ? Oui. Ok, Ouais. et attire ton rêve ? C'est concepteur automobile. Bon, Et toi, c'est la voiture, tu vois. Voilà, Ouais. c'est bien. Ouais. Bon. Juste, ça vous fait quelle sensation de naviguer, genre quand vous faites de la voile ? En plus, c'est la question que je voulais dire, mais bon. Ce sera les dernières Je vais questions. La répondre. dernière question avec la dernière réponse de Charles. Les sensations, c'est du plaisir. C'est beaucoup d'émotions aussi parfois quand tu es sur un bateau comme ça. Et ce qui est sympa dans mon sport, c'est peut-être que tu feras toi, c'est de concevoir le bateau et après de l'utiliser parce que tu comprends comment il fonctionne. Et moi, c'est ça qui me passionne en fait depuis toujours dans le bateau. C'est cette dimension technique et après de réaliser, d'avoir les sensations. Les sensations, elles sont énormes quand tu pars conduis un bateau de cette taille-là. Toi qui aimes les voitures, si un jour tu conduis une Formule 1 ou une voiture de course, tu verras, c'est très personnel, mais c'est très grisant et satisfaisant. Ouais. Je ne sais pas comment les décrire, c'est pas facile. Mais voilà. Et donc, hop, ça a coupé.
Donc je te pousse, si tu as envie de faire des voitures, à travailler à l'école, parce que ça te servira beaucoup, et puis tu pourras réaliser tes rêves. Donc ça a du sens, fais des maths, fais de la physique, tu verras, ça t'aidera. Mais j'ai juste une question, la dernière. C'est, Les enfants ont le pouvoir. c'est que quand vous gagnez, par exemple, est-ce que vous pleurez de joie ou genre vous avez été fier de ce que vous avez fait, d'avoir navigué pendant 6 jours, voir des poissons, D'être aidé par votre équipe, par exemple. Voilà. Ouais, c'est des émotions fortes, parce que c'est effectivement, déjà c'est fantastique. Moi, c'est un rêve d'enfant, hein. C'est vraiment un rêve d'enfant. Donc de couper cette ligne, ça fait partie des... Quand j'ai vu cette course, j'ai vu le départ, mais j'ai aussi vu les arrivées, et de vivre ça, c'est dingue. Et puis après, c'est effectivement, comme tu dis, tu le partages avec ton équipe, et ils ont tous travaillé, ils se sont tous donnés à fond pour que je gagne cette course. Je les remercie. Puis c'est avec ta famille aussi, c'est des moments sympas, des émotions fortes. Donc ouais, on a des larmes, on a des moments. Moi, en plus j'avais perdu ma maman juste avant, qui venait toujours sur les arrivées. Donc mon père était là, c'était important pour lui. C'était vraiment tout frais, donc évidemment on pense à tout ça. Elle a beaucoup souffert de mon métier, parce qu'elle avait peur, comme toi, tu vois, elle connaissait pas, et elle disait oh là là, c'est tellement dangereux, et elle a beaucoup souffert de mon métier. Donc on pense à tout ça, et les gens qui sont derrière nous, ils font beaucoup de sacrifices aussi, parce que quand on part en mer, on est absent, on abandonne un peu tout le monde, et c'est un peu égoïste. Donc si on peut partager ce moment-là, c'est bien. Quelle belle question pour terminer cette émission. Ouais. Merci Shaina et Mahathir pour votre pleine participation. On ne peut que te remercier, Charles, du temps que tu as consacré aujourd'hui avec l'Opège et avec les enfants. On a Charles Caudrier aujourd'hui sur RCJ. On espère te retrouver dans quelques mois. On va essayer de se prendre un rendez-vous. Alors je sais que pour toi c'est un exercice récurrent en ce moment, hein. Tu es sollicité partout. Mais je crois que la journée d'aujourd'hui est un peu différente de ce que tu m'as dit tout à l'heure dans la voiture. Oui, non, c'est très sympa. Et puis de voir ces enfants, là, j'ai été très impressionné par ce que vous faites. Je vous félicite. Et puis je vois qu'il y a beaucoup d'intelligence, beaucoup de curiosité. Et continuez comme ça. Vous avez de la chance d'être en tout cas dans cet endroit qui essaye de vous aider. Et je vous souhaite de réussir vos rêves. Merci. Ouais, j'allais dire réaliser vos rêves. Hein. Voilà les mots de Charles Caudrier aujourd'hui sur cette belle émission. Et beaucoup d'émotions qu'on a ressenties aujourd'hui avec ta présence et tout ce que tu as pu traduire. Alors je veux quand même dire que tout à l'heure, le match du foot, il faut que tu t'entraînes, Charles. Parce que vous avez perdu. Il y a eu une team Gitana contre une team Opège. Je ne dirai pas le score pour vous donner toute la chance que vous méritez pour cette prochaine épreuve. Il est proche d'un match qu'il n'y a eu pas longtemps sur le... On n'est pas loin du Brésil. Mais il y a eu un score effectivement assez détonnant des jeunes de l'Opège. Mais c'était un très beau moment de partage aussi, toujours authentique. On s'est bien amusé. Et en tout cas, j'ai bien aimé voir Charles, parce que c'est la première fois que je vois... un gagnant dans une course. Oui, mais dis-toi une chose aussi, on a des grandes personnes qui viennent nous voir à l'Opège, mais vous êtes aussi des grandes personnes, les enfants. Hein. Je dis souvent que vous êtes des enfants extraordinaires. Donc, c'est pour moi une rencontre double. Et je sais que Charles aussi a été marqué par la rencontre aujourd'hui avec les enfants de Rueil. Merci beaucoup, Charles. Merci. Bon courage. Merci beaucoup. On va se suivre. Merci RCJ. À très bientôt. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Aujourd'hui je pars en vacances, en Guadeloupe et en Martinique. Aujourd'hui je pars, quelle chance, en avion c'est fantastique. Avec mon père et ma mère, ma petite sœur, mon petit frère. Et puis les amis aussi, Chris, Angel, Téchan et Sully. La vie serait belle, belle, avec mes tongs et mon maillot de bain. La vie serait belle, belle, aux Antilles sous le soleil enfin. La vie serait belle, belle, avec mes tongs et mon maillot de bain. La vie serait belle, belle, aux Antilles sous le soleil enfin. Ça y est, j'y suis, je me mets.